En 1480, en Roumanie, le prince Vlad vit heureux avec son épouse, Elisabeta. Comme symbole de leur amour, Vlad offre à Elisabeta une petite boîte à musique. Un jour, alors qu'il profitait d'un moment d'intimité, des chevaliers surgissent et emmènent Vlad, car ils ont besoin de lui pour la guerre. Le pays est en guerre, et alors que l'ennemi approche, Vlad ordonne à ses soldats de conduire Elisabeta dans un autre château pour sa sécurité. Avant de partir, Vlad reçoit la bénédiction du pape et prie Dieu de protéger sa femme. Dans la forêt, Elisabeta est escortée vers sa nouvelle cachette. Malheureusement, un soldat ennemi caché dans un arbre abat 2 gardes du corps avec des flèches rapides comme l'éclair. Les soldats restants se préparent au combat et disent à Elisabeta de s'enfuir à cheval. À l'extérieur de la forêt, Vlad détruit des barils de pétrole pour créer un mur de flammes empêchant l'ennemi d'entrer. La bataille acharnée commence, le sang coule partout, mais les troupes de Vlad prennent un net avantage. Grâce à leurs compétences et à leur esprit d'équipe, ils se battent courageusement et remportent la victoire. Un instant plus tard, Vlad et son armée se présentent devant le roi ennemi avec les têtes de leurs adversaires empalées sur des lances. Le moment de triomphe est interrompu lorsque Vlad apprend que sa femme est attaquée. Il part immédiatement à sa recherche. Pendant ce temps, Elisabeta chevauche à toute vitesse tandis que les soldats ennemis la poursuivent. Cette zone est appelée la forêt de la meute de loups, où des milliers de pièges à ours sont cachés sous la neige. 2 soldats tombent dans un piège, tandis qu'Elisabeta réussit à les éviter. Hélas, son cheval finit par être pris au piège, la faisant tomber au sol, et les ennemis l'encerclent en testant prudemment le sol avec leurs épées. Elisabeta tente de reculer, mais marche accidentellement sur un piège qui se referme fermement. Quand Vlad arrive, son cheval tombe également dans un piège, il continue à pied et neutralise rapidement 2 soldats ennemis. Vlad lance son épée pour tuer celui qui s'approche d'Elisabeta, mais l'atteint accidentellement elle. Vlad pleure et serre Elisabeta dans ses bras alors qu'elle rend son dernier souffle. Quelque temps plus tard, Vlad revoit le pape et maudit Dieu avec colère pour ne pas avoir protégé sa femme. Bien que Vlad ait tué beaucoup de gens au nom de Dieu, il ne veut plus qu'Elisabeta revienne à la vie et implore un miracle que le pape ne peut accorder. Dans sa fureur, Vlad tue le pape avec le crucifix et déclare qu'il ne servira plus Dieu tant qu'Elisabeta ne sera pas ressuscitée. Soudain, un vent violent souffle dans la pièce et la statue de Jésus se met à pleurer, mais Vlad sourit fièrement. Les soldats terrifiés doivent l'extirper de l'église. 400 ans plus tard, un prêtre visite un hôpital psychiatrique pour rencontrer le docteur. Ce dernier lui dit qu'il y a un cas tellement spécial que même la reine d'Angleterre s'en inquiète. Les 2 hommes traversent les couloirs où les patients aliénés crient et où les médecins les traînent brutalement. Finalement, ils atteignent une porte en acier menant à un tunnel et à une chambre scellée où Maria est enchaînée. Maria est une Italienne fiancée au neveu de la reine. Elle s'était opposée à un mariage à l'église. La cérémonie fut donc déplacée à la résidence familiale. Cependant, le fiancé avait quand même invité un évêque pour la bénédiction et, à sa seule vue, Maria est devenue folle. Le dossier indique qu'elle est née en 1759, ce qui signifie qu'elle a 130 ans. Son âge inhabituel et sa réaction violente aux symboles religieux les amènent à soupçonner qu'elle est une créature démoniaque. Maria se réveille et grogne vers eux. Le prêtre s'approche et remarque ses crocs. Il en conclut qu'elle est un vampire. Il explique que c'est la première fois qu'un vampire est capturé vivant et qu'ils peuvent toujours marcher sous la lumière, mais ne supportent pas le soleil direct. Pour le prouver, il ouvre la fenêtre et la peau de Maria est immédiatement brûlée par le soleil. Quand le prêtre brandit le crucifix devant elle, il prend feu spontanément. Ensuite, il coupe le doigt de son assistant Simon et laisse tomber quelques gouttes de sang dans la bouche de Maria pour l'obliger à coopérer. En examinant son cou, il trouve la marque de la morsure, l'endroit où elle fut transformée en vampire. Le prêtre explique que l'Église combat les vampires depuis des siècles, mais n'a pas encore trouvé leur créateur. Dans sa soif de sang, Maria révèle que le premier vampire est son maître, un prince, qui arrive en ville pour retrouver sa princesse. Pendant ce temps, le notaire Jonathan traverse la forêt la nuit. Le cocher s'arrête soudainement, disant qu'il ne peut pas aller plus loin, car la meute de loups est sur le point d'apparaître, puis il abandonne Jonathan avec ses bagages. Jonathan continue à pied, repoussant les loups avec sa torche. Finalement, il atteint un grand château, et quand il entre, le portail se referme automatiquement derrière lui. Une autre porte s'ouvre et se referme seule, le conduisant à une pièce où quelqu'un se tient sur un balcon avant de disparaître soudainement dans un éclair. Juste après, Jonathan est surpris lorsqu'un vieil homme apparaît juste derrière lui. L'homme jette la torche et allume les lumières, puis se présente comme le prince Vlad, également connu sous le nom de comte Dracula. Les 2 hommes s'assoient à table. Jonathan apprécie joyeusement la nourriture délicieuse, tandis que Dracula ne mange rien. D'un simple geste de la main, Dracula fait glisser automatiquement le plat devant Jonathan. Alors que Jonathan cherche des papiers dans sa poche, Dracula tue soudainement une souris avec une fourchette, puis l'écrase à main nue pour verser le sang dans un verre et le boire. Jonathan explique que le district qu'il représente
a l'intention de racheter un ancien couvent à Paris, propriété de Dracula, dans le but de le transformer en hôpital. En prenant plus de documents, Jonathan laisse tomber accidentellement un crucifix. Quand Dracula lui demande s'il est un homme de foi, Jonathan répond que non. D'un geste de la main, Dracula jette le crucifix dans la cheminée, puis apparaît soudainement, juste à côté de Jonathan, le surprenant, en disant qu'il est temps d'aller se reposer. Après avoir été conduit dans sa chambre privée, Dracula lui conseille de ne pas quitter la pièce la nuit. Ensuite, Dracula retourne dans la salle à manger, met de la musique et ordonne à une statue démoniaque de surveiller Jonathan. Dans sa chambre, Jonathan trouve un livre sur l'histoire du château. Il y a un dessin du prince Vlad jeune, mais la partie du portrait est déchirée. Pendant ce temps, le prêtre rend visite aux fiancés de Maria et dit que Maria va bien, mais qu'ils essaient toujours d'exorciser le mal en elle. Ensuite, le prêtre fouille la chambre de Maria pour trouver plus d'indices. Dans ses affaires, il découvre la page de livre manquante, sur laquelle se trouve le portrait d'Elisabetta. En se promenant dans le château, il remarque une lumière derrière une porte, l'ouvre et découvre un escalier menant au sous-sol. Au centre de la pièce se trouve un cercueil. Quand Jonathan ouvre le couvercle, il trouve Dracula dormant à l'intérieur. Le comte lui dit qu'il n'aurait pas dû quitter sa chambre, puis Jonathan est assommé par une statue démoniaque. En se réveillant, Jonathan se rend compte qu'il est attaché et pendu la tête en bas par des statues démoniaques. Dracula lui entaille la gorge pour que le sang coule dans un bol. Quand Jonathan s'écrie, demandant comment Dieu a pu créer une créature comme lui, Dracula rit follement et lui demande son dernier souhait. Jonathan veut juste connaître son histoire. Dracula trouve cela amusant et demande au démon de le faire descendre. Dracula commence à raconter son passé, se remémorant les funérailles d'Elisabetta. Il dit qu'il a attendu pendant des siècles, car il croyait que les âmes pures pouvaient se réincarner. Cependant, la recherche fut très difficile. Par exemple, pendant la période de la peste noire, la moitié des femmes sont mortes et l'autre moitié se rassemblait dans des lieux sacrés où il n'avait pas le droit d'entrer. La solitude prolongée rend Dracula jaloux des humains car ils peuvent mourir. Un jour, Dracula s'endort près de la tombe d'Elisabetta. Le lendemain matin, dans un désespoir total, il grimpe à la fenêtre la plus proche et tente de mettre fin à ses jours, mais il survit à la chute. Dracula continue d'essayer plusieurs fois, mais peu importe combien de fois il tombe, il ne peut pas mourir. Sachant qu'il ne peut pas parcourir le monde entier pour trouver Elisabetta, Dracula décide d'élaborer un plan pour qu'elle vienne à lui. Pendant plus d'1 siècle, il crée un parfum à partir des fleurs les plus belles et magiques des jardins célèbres. Lorsqu'il teste le parfum en Italie, les femmes sont immédiatement fascinées et le suivent. Ce parfum est si puissant que Dracula peut aller à des fêtes et faire en sorte que tout le monde danse en synchronisation sous son contrôle. Un jour, Dracula pense qu'il a enfin trouvé Elisabetta, mais cette femme n'est pas elle. Cette erreur le fait éclater en sanglots, réalisant qu'il n'a fait que se plonger dans les fêtes plutôt que dans l'amour véritable. Il décide d'arrêter de chercher et de laisser quelqu'un d'autre le faire. En pleine fête, Dracula mord toutes les femmes présentes, les transformant en vampires, y compris Maria. Ensuite, Dracula retourne sur la tombe d'Elisabetta, ouvre le cercueil et le brise, pour découvrir qu'il n'y a que des cendres à l'intérieur. Cette vue le détruit complètement, et à partir de ce moment, Dracula décide de ne plus jamais quitter le château. Les statues démoniaques deviennent ses fidèles serviteurs, apportant des richesses à Dracula et continuant à l'aider à rechercher Elisabetta. Dans le présent, Jonathan dit qu'il peut comprendre un tel amour passionné car il est également fiancé. Il montre à Dracula le médaillon avec l'image de sa fiancée. En regardant la photo, Dracula est extrêmement ému en réalisant que cette femme est la réincarnation d'Elisabetta. Reconnaissant envers Jonathan de l'avoir aidé à retrouver son amour, Dracula décide de lui épargner la vie. Il rassemble toutes les statues démoniaques, ordonnant d'apporter beaucoup de sang car il a besoin de paraître jeune et beau avant de revoir Elisabetta. À Paris, le prêtre montre à Dumont le portrait trouvé et dit qu'ils doivent trouver une femme avec un visage identique pour attirer Dracula. Le prêtre lit un passage du livre expliquant que Dieu peut refuser la mort à un blasphémateur, mais si la personne se repent sincèrement, Dieu pardonnera et lèvera la malédiction. Cela signifie que si il tue tous les vampires qu'il a créés, il redeviendra humain. À ce moment-là, Simone entre dans la pièce et voit le portrait, disant qu'il a vu une femme exactement pareille dans la zone des visiteurs. Dumont et le prêtre courent immédiatement dans la pièce voisine et rencontrent la meilleure amie de Maria. Elles se sont rencontrées quelques jours plus tôt lors d'une fête. Depuis lors, Maria ne la quitte plus. Maria était très gentille jusqu'au mariage, où elle a vu l'évêque et est devenue folle. Mina admet également qu'elle est confuse à propos de son propre mariage, car elle a parfois l'impression de ne pas appartenir à cette époque. Au couvent, Dracula apparaît sous la forme d'un mendiant, éveillant la pitié, et on lui donne refuge. Mais dès qu'il entre dans la chapelle, Dracula abandonne son déguisement et vaporise le parfum spécial sur la statue de Jésus, faisant que toutes les nonnes se précipitent à la chapelle. Elles s'agenouillent, tremblant de désir, puis encerclant progressivement Dracula.
Dracula n'hésite pas à commencer à boire le sang de chacune d'elles. Au château, Jonathan attend qu'il n'y ait personne, lance sa couverture sur des outils pour les ramener près de lui et brise ses chaînes. Quand une statue démoniaque entre, elle découvre Jonathan grimpant par la fenêtre, elle coupe immédiatement la couverture, faisant perdre l'équilibre à Jonathan, mais il réussit à s'accrocher au mur. Les statues démoniaques tentent de passer leurs mains à travers les fissures du mur pour le tirer, mais n'y parviennent pas, alors l'une d'elles utilise un grappin pour le frapper, le faisant tomber. Jonathan roule sur la neige et s'arrête sur le lac gelé. Quand une statue démoniaque essaie de le suivre, la glace se brise et elle coule. Voyant cela, les autres n'osent pas s'approcher, Jonathan s'enfuit paniqué en essayant de s'échapper. Quelque temps plus tard, Dracula arrive à l'asile, ayant l'air beaucoup plus jeune et en meilleure santé. Il utilise son parfum pour contrôler Simon, l'obligeant à le mener à la chambre de Maria. Maria dit qu'elle a trouvé Elisabetta et Dracula la récompense en lui permettant de boire le sang de Simon. Le lendemain matin, le prêtre étudie et découvre une photo de Vlad. Il est ensuite appelé à l'hôpital où Dumont rapporte que Maria a disparu et que Simon est fermement attaché au lit. Il est devenu un vampire. Le prêtre remarque les crocs de Simon et la forte odeur de parfum sur ses vêtements. Lorsque Dumont décrit celui qui a enlevé Maria, le prêtre comprend que Mina est en danger. À la pension, Mina ouvre la porte en entendant frapper et est surprise de voir Maria, qui a l'air en bonne santé maintenant, lui disant que Dumont l'a laissé sortir. Maria dit qu'elle a un ami qui aimerait beaucoup rencontrer Mina et lui dit de mettre de plus beaux vêtements. Les deux femmes se rendent à un hôtel où Dracula attend. En revoyant le visage de sa femme, Dracula fond en larmes. Après avoir adressé à Mina des compliments tendres, il lui baise la main, ce qui donne à Mina une brève vision de deux ensemble. Mina retire sa main et part avec Maria pour assister au carnaval. Dracula les suit silencieusement, tandis que les deux jeunes femmes s'amusent à regarder les spectacles. En entrant dans la maison hantée, elles se séparent accidentellement et Mina se perd. Elle crie, sursautant à cause d'un faux squelette, et Dracula apparaît immédiatement pour la conduire doucement dehors. Au stand de tir, Dracula apprend à Mina à viser, et dans ses bras, elle revoit un souvenir lointain. Ensuite, Dracula les invite à se reposer dans sa chambre d'hôtel en attendant les feux d'artifice. Mina et Dracula discutent, et il lui donne la petite boîte à musique. Quand Dracula ouvre le couvercle, la mélodie qui en sort semble familière à Mina. Elle commence à avoir des visions de sa vie passée comme si elle était Elisabetta. Elle retire sa main, effrayée, et accuse Dracula de l'avoir ensorcelée. Dracula essaye d'expliquer pour Elisabetta et sa conviction que son âme s'est réincarnée, mais Mina affirme qu'elle n'est que Mina. La conversation se termine lorsque Dracula lui redonne la boîte à musique. Ensuite, Maria emmène Mina regarder les feux d'artifice. À la fin de la soirée, Dracula raccompagne Mina chez elle en lui laissant un sourire simple. Mais ce sourire disparaît rapidement lorsqu'elle ouvre la porte et voit le prêtre et Dumont prendre soin de Jonathan qui est dans le salon. Le prêtre raconte à Mina ce qui est arrivé à son fiancé, mais Mina refuse de croire que Dracula puisse être si cruel. Par conséquent, le prêtre est obligé d'expliquer que Dracula est un vampire, qu'il vit en buvant du sang humain et utilise un parfum spécial pour contrôler ses victimes. Il examine le cou de Mina et pousse un soupir de soulagement car il n'y a aucune morsure. Mina court dans sa chambre et pleure seule dans le désespoir. Dans sa confusion, elle ouvre la boîte à musique et les visions d'Elisabetta reviennent dans son esprit. Elle n'est tirée de sa torpeur que lorsque Dracula apparaît à ses côtés. Mina lui demande de partir, alors Dracula essaie de sortir par la fenêtre. Mina pense qu'il va se suicider et se précipite pour l'arrêter. Elle commence ensuite à l'accuser de l'avoir trompée, ce qui oblige Dracula à affirmer qu'il n'a jamais utilisé le parfum pour la contrôler. Pour preuve, il jette la bouteille de parfum dans le feu. Quand Mina mentionne le fait de boire du sang humain, Dracula l'admet mais promet qu'elle ne sera jamais sa victime. Juste à ce moment, le nez de Mina commence à saigner. Dracula recueille doucement le sang avec son doigt et le lèche, puis lui prend la main et lui chuchote des mots d'amour. Les souvenirs de sa vie passée affluent, et en entendant les derniers mots que Dracula avait dit à Elisabetta, Mina réalise qu'elle est Elisabetta réincarnée. Elle appelle Dracula mon amour, puis l'embrasse passionnément. Les deux sont rapidement emportés par leur passion, et Mina supplie d'être immortelle pour rester avec lui pour toujours. Dracula lui mord le cou, lui accordant l'immortalité. À ce moment précis, le prêtre sent l'odeur familière du parfum et comprend immédiatement que Dracula est dans la maison. Il prend son arme et court dans la chambre de Mina, mais la pièce est vide. Le prêtre et Dumont concluent que Dracula a ramené Mina au château, et Jonathan se porte volontaire pour les guider. Pendant ce temps, Maria retrouve Henri. Elle se montre très affective et douce pour le distraire. Alors qu'elle se prépare à mordre Henry au cou, le groupe du prêtre apparaît. Maria rugit férocement, fonce et oblige le prêtre à lui tirer dessus. Mais Maria se rétablit immédiatement, neutralise Henry et capture le prêtre pour le tuer. Jonathan dégaine rapidement l'épée du mur et tranche la tête de Maria. Sa tête vole et frappe Dumont tandis que son corps étrangle toujours le prêtre avant de s'effondrer.
Le corps de Maria convulse encore, le prêtre utilise le crucifix pour la poignarder droit au cœur, l'achevant complètement. En Roumanie, un groupe de serviteurs apporte un cercueil dans le château. Dracula et Mina en sortent, il lui fait visiter le château. Après avoir rencontré les statues garroyées vivantes, Mina ouvre la boîte à musique et met la robe d'Elisabetta. À la porte, le groupe du prêtre est arrivé avec une équipe de soldats armés. Ils attendent que les serviteurs partent, puis font irruption, gardant le portail ouvert pour que tout le monde entre. Un soldat tire sur la porte principale, tandis que l'artillerie de la forêt bombarde, provoquant l'effondrement de plusieurs parties du château. Dracula dit à Mina de rester dans la chambre, tandis qu'il sort pour se battre, mais Mina est effrayée car les obus détruisent le plafond. Les garrois se précipitent pour combattre les soldats, tuant un par un, mais comme l'armée est trop nombreuse, les humains réussissent à entrer et prennent le château. Jonathan guide le groupe jusqu'au sous-sol, tandis que les soldats fouillent l'étage, Mina les voit approcher et verrouille la porte de la chambre. Dans le sous-sol, les soldats tirent sur le cercueil, mais Dracula apparaît derrière Jonathan, l'assomme et l'insulte d'ingrat. Il dégaine son épée, se lance dans le massacre des soldats, se déplaçant comme un fantôme, abattant chacun d'eux en un instant. Même si de nombreux renforts arrivent, Dracula les tue tous. Henri en profite pour sortir 2 pistolets et lui tire dessus, mais c'est sans effet. Dracula saute et mord Henri au cou, puis d'un geste de la main, ferme la porte pour empêcher d'autres soldats d'entrer. Il pointe son épée sur la gorge du prêtre pour l'obliger à écouter. Le prêtre dit que Dieu n'a jamais voulu qu'il tue des gens en son nom, car Dieu ne veut pas détruire ses propres créations. Lorsque les humains se tuent, ils le font pour eux-mêmes et non pour Dieu. Le prêtre dit qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver Dracula, mais Dracula répond que son unique salut est Mina. Cependant, le prêtre dit que Dracula sera la punition, l'enfer de Mina. Entendant Mina crier dans la chambre, Dracula s'élance, ordonnant aux 7 garroyers de retenir les soldats. Tandis que les garroyers combattent férocement dans le couloir, Dracula tue tous les soldats dans sa section. Quand tout est silencieux, il défait violemment la porte, serrant Mina dans une étreinte pleine de désespoir et d'amour. Le prêtre le suit immédiatement, mais Dracula ferme la porte pour le bloquer. De l'extérieur, le prêtre dit avec insistance que si Dracula aime vraiment sa femme, il doit faire ce qui est juste. Malgré les pleurs et les supplications de Mina, Dracula sort et verrouille la porte, s'appuyant dessus en silence. Le prêtre prie Dieu puis utilise un pieu en bois pour poignarder directement le cœur de Dracula, l'achevant. Ensuite, Mina traîne le corps de Dracula dans la pièce, où les deux se disent leurs derniers mots d'amour avant que le corps de Dracula ne se transforme en cendres. Toutes les lumières du château s'éteignent, et les garrois redeviennent des enfants humains. Jonathan arrive et trouve Mina pleurant près des cendres, ces cendres s'envolent puis se dispersent dans l'air. Réalisant qu'il a perdu son amour pour toujours, Jonathan tourne le dos et s'en va en silence. À l'extérieur du château, les cendres de Dracula flottent dans le vent, se dispersant avec la prière de l'amour éternel.